Continue de parler de la situation en Ukraine. Nous évoquions avec nos invités tout à l'heure la situation dans le sud du pays, qui est toujours la cible de conflits. Et dans ce contexte, on va s'intéresser à la stratégie de la Russie. Quelle est-elle? Elle serait en pause, en tout cas l'armée russe. C'est ce qu'estime le conseiller du président Zelensky, Michailo Podolyak, dans une interview à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. La Russie, dit-il, voudrait geler le conflit pendant 6 mois pour se procurer de nouvelles armes, de nouveaux soldats, pour améliorer les approvisionnements. Autre citation, plus vite nous nous faisons lourdement armer, plus vite nous arrêterons cette guerre. Un mot tout d'abord, Margot Haddad, sur cette histoire de pause de la Russie. Ça émane des autorités ukrainiennes. Qu'en est-il? Tout d'abord, c'est un message clairement pour demander des armes, cette interview dans Der Spiegel. Clairement, il y a un besoin qu'il n'y ait pas d'accord. Les Ukrainiens ne veulent pas d'accord de Minsk, ils ne veulent pas donner du temps aux Russes pour élaborer une nouvelle stratégie, pour leur donner du temps pour recruter de nouvelles forces. Comme je le disais tout à l'heure, on recrute du côté russe des Nord-Coréens, mais aussi des Syriens, les forces Wagner, pour renflouer les troupes sur le terrain qui sont pour l'instant affaiblies. Et on voit tout de même sur le terrain, d'après les observateurs, un certain ralentissement des forces russes sur le front sud et sur le front est, qui serait considéré comme une pause opérationnelle. Et les forces russes pratiqueraient cette technique de la maskirovka, qui serait le camouflage opérationnel. Ce serait donc de positionner des forces russes à des endroits non pas stratégiques, mais des endroits pour désinformer les forces ukrainiennes, pour qu'elles croient qu'il y ait une possibilité d'attaque dans ces régions-là, pour leur faire perdre du temps. Donc il y a des tactiques, des manœuvres comme celle-ci qui sont mises en place pour le moment sur le front ukrainien, notamment sur le front sud et sur le front est, pour ralentir l'avancée des forces ukrainiennes, ralentir leur grignotage sur des fronts qui sont critiques pour eux. Oui, je voudrais dire c'est une pause de toute manière qui est subie, elle n'est pas voulue. Donc on s'aperçoit aujourd'hui, si on avait des doutes, qu'à Severodonetsk et Lysychansk notamment, l'usure des Russes a été extrême. C'est-à-dire que la défense dans la profondeur opérée par les Ukrainiens a été extrêmement efficace et a permis quand même de détruire une partie de l'appareil russe. Alors justement, j'allais venir. De quelle usure parle-t-on? Alors, vous savez, une armée qui a perdu 930 chars, et ça, c'est le minimum, parce que c'est le pointage fait par Oryx, c'est documenté, chaque char est documenté, voilà. Et il y en a vraisemblablement plus. C'est plus de 5000 blindés en tout qui ont été détruits. Quand vous regardez les images, quand un blindé explose, ils ont un défaut de conception. La tourelle saute, ils sont détourés systématiquement. Ça veut dire que l'équipage est tué. C'est déjà 3 personnes par blindé. Bon, vous avez quand c'est un véhicule de transport de troupes, vous avez 10 personnes derrière. Donc, quand le véhicule de transport de troupes qu'on voit sauter en déplacement, ça veut dire qu'il a un groupe de combat à l'arrière. Donc, c'est à peu près 10 personnes qui sautent, mais absolument sans chance, j'allais dire, de survivre d'une manière ou d'une autre. Donc on peut penser qu'aujourd'hui, ils ont peut-être perdu, tués, blessés, disparus, prisonniers, déserteurs aussi, il y en a vraisemblablement, peut-être 50 000, 60 000 personnes. Donc c'est absolument considérable. Alors ce sont des évaluations, je veux dire, à la louche, il faut rester très très prudent, mais ce qui veut dire qu'ils sont aujourd'hui désorganisés et qu'ils n'ont plus la masse critique pour attaquer. Donc c'est ça que ça veut dire. L'attaque, c'est 3 à 5 contre 1. Ils n'ont pas réussi à percer, car c'était leur intention, à Severodonetsk, Lysychansk, parce qu'on dit que c'est une défaite Ukraine. Il y a des défaites tactiques qui sont des victoires stratégiques. Et visiblement, là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être une victoire stratégique de l'Ukraine, c'est-à-dire d'avoir arrêté net et avoir usé de manière considérable l'appareil militaire russe. Est-ce qu'on peut dire pour autant que l'Ukraine reprend l'avantage? Je pense que l'Ukraine, elle a repris l'avantage, je dirais pas depuis le début, mais il y avait quand même cette envie de blitzkrieg de Poutine, à savoir on prend Kiev. Et quand moi j'étais à Kiev, les chars étaient à 15 km de mon appartement. J'ai eu une roquette qui a atterri à 250-300 mètres de mon appart. Et les Ukrainiens donc ont protégé Kiev. Et dans les soldats qu'ils ont trouvés, ils ont trouvé des soldats avec les uniformes de parade. Ils pensaient parader à Kiev. Bon. Donc à partir de là, il y a le commencement de la fin, le commencement de l'échec de la stratégie de Poutine. Et à partir de ce moment-là, vous avez petit à petit
toute une tactique, une stratégie ukrainienne qui va mettre en échec l'armée russe, qui va l'épuiser, qui va la fixer, et on en arrive à la situation actuelle. Alors, moi, j'attends toujours l'offensive russe. Maintenant, cette offensive russe, si elle n'arrive pas avant l'automne, effectivement, ça veut dire qu'elle arrivera dans 6 mois, au printemps prochain. Et c'est à double tranchant. Hein, c'est à double tranchant. Pendant ce temps-là, les Ukrainiens se renforcent également, continuent à faire des pertes aux Russes. Il n'est pas du tout évident qu'ils atteignent la masse qui leur permette de poursuivre leur offensive dans 6 mois, parce que les Ukrainiens vont faire du chemin pendant ce temps-là également. Hein. Ça leur permet aussi de se reposer. Il y a plusieurs choses sur le terrain qui prouvent ce que vous dites, Général. Tout d'abord, on voit que les forces ukrainiennes, grâce aux armes occidentales, tapent sur les dépôts des forces russes, ce qui ralentit un peu également leur avancée, qui leur demande de changer de position, de reculer. Et aussi, vous avez ce front sur le long du Donbass, de 1000 km, qui est pour l'instant stable. Et c'est là également qu'on voit un certain essoufflement des forces russes et qui cherchent justement à se ravitailler d'une manière ou d'une autre et qui, pour l'instant, n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'on parle véritablement de pause opérationnelle pour trouver des moyens sur le long terme pour s'alimenter. Je voudrais ajouter qu'est-ce qui se passe sur le niveau de propagande russe à l'intérieur du pays, parce que c'est évident qu'il utilise cette pause pour mobiliser des jeunes et aussi pour un peu continuer à influencer l'opinion publique russe. Je voudrais remarquer 2 choses qui passaient pendant cette semaine. Tout d'abord, sur le niveau idéologique, on voit que le Kremlin, il cherche de nouveaux points pour s'appuyer dans ses propagandes. Ça veut dire quoi ? À partir du moment que Azov a été emprisonné, maintenant, ils ne savent pas qui nommer des nazis. Et ce qu'on a vu pendant cette semaine, que le média russe, c'est Popov et Skabeeva, c'est 2 propagandistes russes, a nommé le journaliste allemand qui travaille pour éclairer les événements de la guerre en tant que nazi d'Allemagne nazie, qui est héritier de Goebbels et de Hitler. Ça veut dire que maintenant, il tourne l'opinion publique contre les nazis. Parce que pas des nazis à l'Ukraine pour le moment. Et deuxième chose aussi, une augmentation de propagande contre des Américains qui est toujours vivant dans la mentalité russe. Il s'appuie sur cela. Mais nouvel point idéologique, ce qui est intéressant, c'est la Première Guerre mondiale. Vous savez, c'est un peu bizarre pour nous parce que, vous savez, les Russes n'ont jamais parlé de la Russie blanche, la Russie de tsar, parce que ce n'est pas habitude, c'est un peu comme le temps sanglant où des bourgeoisies tuaient le peuple. Et car Vladimir Poutine a hérité cette tendance à soutenir l'Union soviétique, c'est un peu contradictoire parler et soutenir l'Union soviétique et la Russie de tsar. Mais ça, c'est déjà venu. Et il y a des guidelines pour le Provence qu'il doit organiser des performances qui est consacrée à l'entrée de la Russie aux Premières Guerres mondiales. Ça veut dire qu'ils sont un peu, je dirais, confusés, ils cherchent des points. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. Et je pense que la propagande russe, justement, il y a un problème de propagande, elle ne le prend plus. Elle est épuisée en Russie. Et je crois que les stratèges voient que de la Blitzkrieg, on en parlait tout à l'heure, mon général, on est arrivé à une guerre de position, 1914-1918, l'artillerie sera employée comme en 14-18 et consommation d'hommes. C'est pour ça qu'on voit des Coréens et d'autres... Sauf qu'il n'y a jamais eu de Blitzkrieg. Mais c'était la tentative au départ. La tentative, le premier principe de la guerre, c'est la concentration des efforts. Ils se sont dispersés sur 1200 km de front. Ils s'étaient voués à l'échec dès le départ. Dès le premier jour, on pouvait voir que si Kiev était défendu, parce qu'en fait, ils pensaient que Kharkiv ne serait pas défendu. Et puisque les convois qu'on voyait au nord, c'était des convois de policiers, c'était pas des convois de soldats, il n'y avait pas un blindé. Donc ils pensaient que ça ne serait pas défendu, mais si c'était défendu, il fallait peut-être 300, 500 000 hommes pour prendre une ville comme ça. Donc il n'y avait absolument pas la masse critique à un endroit donné pour pouvoir mener une opération comme celle-là. Voilà, moi, ce que je vois dans le média russe et dans le public, que vous savez, les gens qui sont incités par des propagandistes commencent à être plus sévères que les propagandistes. Et propagandistes, maintenant, ils essayaient de les arrêter. Par exemple, cet reportage qui a été fait, le député Jouravlov de Douma
a appelé dans le direct à aller tuer ces journalistes allemands en tant que nazi. Il a dit « J'y vais et allez avec moi, on va tuer ces nazis qui contre la Russie ». Et Popov et Skabiev a été vraiment effrayés en disant « Ah mais non, 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 nous pouvons appeler ». Et c'est qu'on nous montre la même histoire à Douma où Prilepine, qui est écrivain très connu, même en France, et bien aimé, mais qui est vraiment un propagandiste de la guerre de Poutine, il a organisé, il est chef d'une commission qui cherche des ennemis parmi des gens de culture officielle. Et il y avait une liste qui a été déjà nommée. Dans cette liste, est propagandiste de Kremlin, Konstantin Erst, qui était chef de première chaîne étatique. Ça veut dire que la lutte devient plus sévère pour les propagandistes et c'est un peu le comportement suicidaire, je dirais.